L'étoile et le jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM. Bonsoir. Alors, à Paris, un jour de mai 1959, le 15 mai exactement, une jeune fille demande son chemin à un jeune homme. Nous sommes à la station Cardinal Lemoine, dans le 5e arrondissement. Ce jeune homme lui répond en créole et devine qu'elle n'est ni de la Martinique, ni de la Guyane, mais de la Guadeloupe. Bingo, gagné. C'est bien ça. Elle a 19 ans, il en a 30, et ils vont partager près de 50 ans d'un amour total, mariant judaïsme et créole, partageant les deux pires horreurs de l'humanité, la traite des Noirs et la Shoah. Et ensemble, séparément, ils vont créer une œuvre majeure. La jeune fille du métro s'appelle encore Simone Brumand. Elle va bientôt devenir l'épouse de l'homme du métro, André Schwarzbart, et va devenir donc Simone Schwarzbart. Alors, Simone Schwarzbart, commençons par lui. Honneur aux anciens. André Schwarzbart sera l'auteur du chef-d'œuvre, Le Dernier des Justes, prix Goncourt de la même année de leur rencontre, un peu plus tard, en 1959. Le chef-d'œuvre de Simone est pour moi, sans doute, Pluie et vent sur Télumé Miracle. Et voici que 13 ans après la mort d'André Schwarzbart, en 2006, Simone publie le récit de leur histoire, enfin, nous donne les clés que nous, lecteurs, nous n'avions pas forcément, les clés de ce couple légendaire de la littérature française. Ce récit s'appelle « Nous n'avons pas vu passer les jours ». C'est écrit avec le journaliste Yann Plougastel et c'est publié chez Grasset. Et c'est pour moi une joie immense, Simone Schwarzbart, de vous rencontrer dans l'Étoile et le Jasmin. Bonsoir. Bonsoir. Moi aussi, c'est une grande joie pour moi d'être là. Ben écoutez, vous savez, je vais vous dire juste une petite anecdote, Simone, c'est que j'étais avec mon frère hier dimanche et nous avons évoqué le livre d'André Schwarzbart. Il faut vous dire que nous étions des enfants, presque des adolescents, quand vers les années 62, 63, dans la bibliothèque de nos parents, exactement sur la droite, il se souvient parfaitement de l'emplacement du livre, Le Dernier des Justes. Et il était toujours à cet emplacement. Et nos parents nous disaient, bientôt, il va falloir lire ce livre. C'est comme ça que ça a commencé, notre histoire, et de toute ma génération, avec Le Dernier des Justes. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est lorsque vous êtes au métro Cardinal Lemoine et que vous rencontrez André, qui est ce garçon ? Il vient d'où ? Vous le présentez comment ? Parce que vous allez rester avec lui jusqu'à 11h du soir au café, je crois. Mais dites-nous, juste avant le Goncourt, donc, qui c'est cet homme-là ? Il vient d'où ? Il est comment ? Vous le présentez comment à ce moment-là ? Vous, la très jeune fille de 19 ans. La très jeune fille de 19 ans se rend compte qu'elle a rencontré quelqu'un qu'elle ne rencontrera jamais plus si leurs chemins devaient s'écarter. Elle se rend immédiatement compte que ça n'est pas un homme comme tous les hommes, qu'elle a affaire à quelqu'un d'autre qui navigue dans d'autres mondes, qui navigue dans une histoire elle ressent que c'est un homme très très vieux, quoi qu'il soit jeune encore, et elle ne comprend pas très bien puisque elle n'a pas côtoyé ce monde ce qu'on appelait l'Holocauste, pas encore la Shoah. De l'Holocauste, elle ne sait rien de tout cela, mais elle ressent sa suinte de toute sa personne que cet homme-là a sur ses épaules une peine beaucoup plus grande que lui.
Alors, vous, quand vous le rencontrez, il a déposé son manuscrit, enfin le manuscrit est au seuil, il va paraître. Donc on est à quelques mois du Goncourt, on est très loin de ça. Donc l'aventure du Goncourt, dont on va parler dans 2 minutes, parce que ça a été une aventure incroyable, dont on a énormément parlé. Je crois que nos auditeurs de la jeune génération ne peuvent pas comprendre ce que ça a été. Il y a eu, à la sortie du Goncourt, ce jeune homme, alors parlons 2 secondes de lui, c'est vrai que c'est un jeune homme qui n'est pas du tout dans le monde de la littérature. Racontez-nous ça. Mais il me parle de ces métiers qu'il a fait. Il me dit qu'il a déposé ce jour-là et qu'il se sent léger parce que il a déposé ce jour-là un manuscrit qu'il a porté très très longtemps avec lui, sur lequel il a travaillé, retravaillé, et que finalement aujourd'hui il se sentait ce jour-là apte à parler à quelqu'un qui il a reconnu également quelque chose que moi-même je ne voyais pas en moi, peut-être, je ne sais pas, ça se passe sur une échelle qui nous a tous les 2 échappé, je pense. Et donc oui, il a déposé ce manuscrit au seuil, mais en fait et il me dit également que il espère simplement avoir un lecteur pour ce manuscrit et que cela le satisferait tout à fait. Il en aura 1 million. Donc ce jeune homme qui est, comme vous le décrivez, dans un manteau trop grand pour lui, enfin il est maigre, il fait pas voilà, il a quelque chose de très, et qu'on découvrira plus tard d'ailleurs, de très humble, de très simple. Ah oui. Et lorsque le Goncourt va paraître. Alors lui, il a été ouvrier, c'est un ouvrier métallurgiste, il est autodidacte, il est allé fouiller dans les livres pour écrire Le Dernier des Justes. Il a pas fait les universités, c'est pas du tout ça, André Schwarzbard, c'est quelqu'un. D'ailleurs, vous racontez un truc qui est extrêmement, je sais pas si c'est chez vous, je l'ai lu ou c'est ailleurs, mais il va à la fac. Et quand il s'assoit sur les bancs de l'université, il ressent une étrangeté absolument incroyable. On est après-guerre. Oui, mais tout à fait. On est après-guerre et il ressent que les étudiants qui l'entourent ont traversé cette période de la guerre d'une manière comment dirais-je ? Trop légère pour lui, peut-être. Non seulement trop légère, mais c'était comme si cette période-là n'avait pas existé. C'était comme si ces jeunes qui étaient là, n'avaient cure de ce qui s'était passé, n'en savaient absolument rien, ils ne voulaient pas le savoir non plus. Donc, ils se sentaient complètement à côté de tout, de leurs préoccupations, complètement détachés de leur centre d'intérêt et des personnes même qu'elles étaient. Donc il s'est senti complètement déplacé dans cette cour de la Sorbonne, je pense, et donc il est retourné à ses amis communistes, à ses amis ses amis d'avant. Et alors là, c'est très intéressant parce que le problème de la place chez André Schwarzbard, toujours chercher sa place, ne pas se sentir là ou à la place. On verra où il va se sentir à sa place. Ce sera évidemment chez vous à la Guadeloupe, mais c'est un peu trop tôt dans notre conversation. Je l'imagine, moi, comme ça, cherchant sa place.
Et ce qui est terrible, c'est que il vit donc parmi des copains, parce qu'il vous répond en créole. Ça veut dire qu'il a des copains des Antilles. Il a appris quelques, je sais pas, quelques mots ou quelques phrases de créole, mais c'est incroyable qu'il vous parle en créole. Ça prouve son ouverture, ça prouve son intérêt à autrui déjà. Ce qui m'a, comment dirais-je, complètement fasciné dès la première rencontre, c'est que je sentais que cet homme-là était poreux à nous autres, à tout ce monde noir qu'il connaissait, parce que pour parler le créole à cette époque-là, il fallait réellement que ses amis d'une part complètement acceptés en tant que personnes étrangères à leur culture et tout cela, et que lui-même se soit senti comme non seulement accepté, mais qu'il est intériorisé quelque part, parce que dans une langue passe aussi toute une histoire, tout un univers immédiatement. Et donc lui, le créole, il le connaissait. Il connaissait donc cet univers. Il ne m'a pas dit une phrase, comment dirais-je, petit nègre, si je peux ainsi m'exprimer. Pas du tout. Il a parlé un créole, à la manière de Pierre Goldman quand il parlait le créole. C'est ce que j'allais vous dire. Pierre parlait un créole qui était notre créole, c'est tout. Et André de même. Donc, voilà. Alors ça, c'est de toute façon, tout votre livre est d'un romanesque, il est d'une richesse, on pourrait s'arrêter à chaque page et rentrer dans vos mondes à chaque page, et rentrer, malheureusement, nous n'avons pas vraiment le temps de faire tout ça, mais quand même. Donc le Goncourt, alors, il faut dire une chose quand même avant de commencer, c'est que ce titre, pour la jeune génération qui n'aurait jamais entendu parler d'André Schwarzbart, ni de Simone Schwarzbart, c'est possible, mais ce titre, Le Dernier des Justes, c'est quand même une sacrée histoire. C'est l'histoire des Lamedvav. Alors, Simone, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots, qu'est-ce que c'est que ce Dernier des Justes et qui sont ces 36 justes, ces Lamedvav? Il est dit, en tous les cas, que le monde repose sur la présence dans l'univers de 36 justes, et que s'il en manquait un seul, la souffrance serait telle qu'elle nous étoufferait, nous autres pauvres humains. Les 36 justes, l'histoire commence, l'histoire du Dernier des Justes déjà commence par: nos yeux reçoivent la lumière d'étoiles mortes. Et donc, mais d'étoiles mortes qui vivent pour lui. Ces étoiles mortes, c'est tout ce monde juif parti en fumée dans les différents fours crématoires que l'on sait, dans les différents camps que je ne nommerai pas, mais qui voilà, mais qu'il va nommer à la fin qu'il va nommer dans ce Kaddish incroyable à la fin, et loué soit je ne sais pas lequel il commence. Je ne sais pas par lequel il commence et je ne le trouve pas, mais c'est absolument à chialer, faut dire la vérité. Oui, complètement, parce que on ressent toute la solitude de ce monde abandonné par tous les autres, justement. La litanie que cela provoque en nommant au fur et à mesure, et les divers camps, et loué soit l'Éternel, et Sobibor, et loué soit l'Éternel, Treblinka, et loué soit l'Éternel, et je l'ai si vous voulez. Voilà. Alors, c'est comme ça. Et loué. Point. Auschwitz. Soit. Majdanek. L'Éternel. Treblinka. Et loué.
Buchenwald, soit Mauthausen, l'Éternel, Belzec, Iloué, Sobibor, soit Chelmno. Voilà, c'est ça le Kaddish de... Oui, c'est ça le Kaddish. Et c'est quelque chose qu'il dépose comme plainte au procès qu'il va entamer sans arrêt avec Dieu et avec avec les hommes, avec les hommes également, avec les hommes qui ont... Et c'est aussi la pierre, c'est aussi la petite pierre qu'il dépose. Et c'est également, voilà, en même temps, un Kaddish, mais un Kaddish qui n'est pas tout à fait apaisé. En fait, ça n'est pas quand même un Kaddish apaisé, parce que c'est un Kaddish qui est un cri de colère énorme. Bien sûr. On va faire une petite pause avant de revenir sur le dernier des Justes et le Goncourt. On va écouter votre fils, Simone. On va écouter Jacques Schwarzbart, qui va nous interpréter. Eh bien, écoutez, je sais plus ce que j'ai choisi, mais on va l'écouter. Merci David. C'était le saxophoniste Jacques Schwarzbart. C'est un extrait de Razam. C'est le CD Razam, c'est ça? Oui, c'est le CD Razam. Voilà, mais on réécoutera encore Jacques la semaine prochaine. Donc revenons un petit peu, Simone Schwarzbart, au dernier des Justes. Donc c'est le Goncourt du dernier des Justes. Et là, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable. C'est que l'histoire que vous nous avez racontée sur les Lamed Vav, c'est en fait que c'est simplement que ces 36 justes sont comme une soupape à la douleur du monde. Donc voilà. Oui. Et il va y avoir une cabale contre André Schwarzbart de plusieurs manière. Il va y avoir plusieurs attaques. La première, c'est sur cette histoire des Lamed Vav. Ça veut dire qu'on va penser, vous me dites si je me trompe, on va penser que, oui, André Schwarzbart fait une ode comme ça à la souffrance des Juifs, un peu christique, comme s'il était devenu chrétien. Il y avait quelque chose comme ça de cette attaque-là. Oui, première attaque. Comme s'il faisait une louange au martyrologue et que Ernie Lévy, le héros donc du dernier des Justes, n'était pas là juste pour accompagner son peuple dans sa souffrance. Il lui est reproché tellement de choses d'ailleurs. C'est un, comment dirais-je, une cabale. Il a dû affronter plusieurs attaques. C'est ça. Soit complot d'éditeurs. Voilà, le Seuil avait comploté pour avoir le prix. Voilà, que le Seuil et jalousie des autres éditeurs ou des autres auteurs qui se voyaient avoir le prix. Jalousie aussi parce que ça se passe dans un milieu littéraire tout de même et que lui appartenait justement au milieu il n'appartenait pas du tout à ce milieu-là et il n'avait pas les codes. Il n'avait pas les codes.
Voilà. C'est ça qu'on a dit en début d'émission. Voilà. Il n'avait pas les codes. Non. Et je recommande à nos auditeurs de regarder, ça se trouve sur l'INA, quand on tape sur l'ordinateur et qu'on tape l'INA et on tape Lecture pour tous, cette émission incroyable que nous écoutions de façon religieuse quand nous étions enfants, adolescents. Il y a ce Lecture pour tous avec André Schwarzbart, c'est exceptionnel, juste avant le Goncourt. Et c'est cela, en fait, qui a sensibilisé toute la France à cette histoire, à l'histoire que cet homme racontait. Parce que il est complètement en dehors des codes littéraires. Il est là, il n'a peur. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Cependant, il est dans une humilité. Incroyable. Et, il est comme il a été toute sa vie. C'est vraiment un homme qui a été humble toute sa vie. Et là, cela transparaissait à ses réponses, cela transparaissait à sa manière d'être, à ses silences et à cette façon qu'il avait de ne pas d'être là sans se douter, sans voir ce que cela pouvait représenter. Il a continué à être lui-même et c'est cela qu'il a fait toute sa vie, être lui-même et ne pas dévier d'un iota de la ligne qu'il s'était tracée, c'est-à-dire que qu'il maintenait tout son monde disparu à chaque seconde et cela, il l'a vécu jusqu'au bout. Et ça n'est pas facile de tenir cette gageure toute une vie, mais je suis le témoin de cela. Je l'ai vu, je l'ai senti et je l'ai admiré profondément de ne pas dévier de ce qu'il ressentait, de ce monde disparu qu'il devait à tout prix garder en lui et le redonner aussi à avoir. Oui, d'ailleurs, des gens comme Pierre Dumayet et puis d'autres sont totalement scotchés par cet homme. La France entière, le lendemain, la France qui écoute les livres, est complètement dans l'émotion. On peut parler d'émotion. Tout à fait. On peut parler d'émotion. De cet homme qui prend le temps, comme vous dites, les phrases sont très lentes, il réfléchit. C'est quelque chose qu'on ne pourrait plus faire à la télévision. Aujourd'hui, on est dans le temps de la vitesse. Mais évidemment. André Schwarzbart était dans le temps du temps. Mais oui. Et c'était quelque chose de très frappant dans cette émission. Donc, vous pouvez réécouter sur le site de l'INA, en YouTube, ça existe. Et là, on comprend qui est André Schwarzbart. On le voit, on comprend cette espèce d'humilité et cette cabale aussi a un troisième verset qui moi m'a beaucoup touché, c'est qu'en fait on lui reproche ses erreurs sur le judaïsme. Mais quelle importance, parce qu'en fait il ne se prétend pas. Il se prétend pas. Comment dirais-je, il n'est pas, je ne me souviens pas de ces mots précis. Il dit, mais je ne suis pas. Il dit je suis pas le porte-parole. Voilà, je ne suis pas le porte-parole. Je suis pas le porte-parole des Juifs. Des Juifs. Oui, et ça c'était très fort. Oui. Et c'est ça qu'on va lui. Et je m'étonne, et il continue, il dit je m'étonne qu'il n'y ait pas davantage d'erreurs dans ce livre, parce que je ne suis pas le porte-parole. Je ne me présente pas comme tel. C'est ça. Et d'ailleurs les gens qui vont le soi-disant qu'il a plagié ou il a pas eu de plagiat, il a simplement recopié des choses, vont l'encenser en disant non, nous on est complètement tout va bien pour nous, on est très très content que ce que André Schwarzbart a fait, et face à ça, on est dans un monde littéraire, rappelons-le, qui est très 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 loin. On est avec Robe Grillet, on est dans cette ambiance du nouveau roman. C'est tellement loin de lui que on peut comprendre que lui, il a tracé, il est resté sur sa ligne, et puis, il va s'en aller. C'est-à-dire que là, vous partez, il se sauve du concours, il se sauve. Nous devenons deux juifs errants. Voilà. On se sauve. On laisse parler. On laisse parler, on laisse la cabale parisienne à elle-même et on s'en va à ce moment-là.
On s'en va. Et donc là, mais vous ne partez pas directement chez vous. Enfin, vous vous promenez beaucoup. Mais oui, il y a quand même, il y a tout un cheminement. D'abord, André s'en va après second cours, il s'en va. Pourquoi il s'en va en Guyane? Bon, je pense que... Il se cache? Non. Je pense que en Guyane, l'affaire Dreyfus, l'affaire également de comment dirais-je? Le bagne, tout simplement. Du bagne, bien sûr, mais il y a deux figures. Alexandre Jacob, oui. Pour lui, le bagne, c'est Alexandre Jacob, et le bagne, c'est Dreyfus. Et aussi, également, il s'en va pour voir un peu les bonnies, les noirs bonnies, qui ont fui l'esclavage et qui se sont installés le long de la Suriname River. Et il y a tout cela qu'il part découvrir, qu'il part respirer. Il part respirer le même air que Dreyfus, en fait, et que Alexandre Jacob. Il part aussi retrouver un très cher ami dont il m'a longuement parlé, c'est Serge Patient, c'est un Guyanais, et il va d'ailleurs chez Serge Patient en Guyane tout d'abord, avant de continuer son périple solitaire. Donc, ses amis de Paris, ses amis antillais dont il me parlait et qui lui ont appris justement la langue créole. Serge Patient faisait partie, et il a été retrouver tout cela en Guyane. Bon, c'est la fuite. En fait, il a aussi été, je pense, parce qu'il avait déjà en tête le cycle antillais, et qu'il fallait qu'il passe par les Antilles pour pouvoir affronter cette histoire dont on va tous les deux qu'on va construire tous les deux. Vous allez construire donc ce qu'il dit lui-même, et même votre fils Jacques, je crois, le dit, 100% noir, 100% juif. Oui. Hein? Donc vous allez construire cette histoire, cette légende et cette œuvre ensemble. André Schwarzbard va écrire le plat de porc aux bananes vertes. C'est, je crois, oui. Le livre qui va être de façon incroyable, qui va encore poser problème. Enfin, on va encore lui reprocher d'écrire. Alors ça, c'est signé avec vous. C'est une œuvre à quatre mains. Le plat de porc. Et avant de terminer cette première partie et cette première soirée, car nous nous retrouverons la semaine prochaine, chers auditeurs, avec Simone Schwarzbard, mais dites-nous un petit peu, avant de nous quitter, ce livre. L'image est cassée en 1000 morceaux. Le livre, le plat de porc aux bananes vertes, c'est sacrilège. Déjà, le mot porc, sacrilège. Le fait de co-signer avec sa femme, sacrilège. Le fait de s'attaquer à un problème de vieillards, d'asile de personnes âgées, tous ces détritus de la civilisation, toute cette poussière qu'on met sous le tapis sans arrêt, le fait de s'attaquer à tout cela, ça fait scandale. On lui reproche d'être... En fait, c'est comme si nous avions inventé tout cela, toute cette misère humaine. C'était comme si nous avions, ça n'existait pas. Comment est-ce que, non? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Ça n'existe pas. Vous, votre esprit torturé, nous renvoie à un monde que nous ne voulons surtout pas voir. Alors justement, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Nous allons entrer dans l'œuvre d'André et de Simone ensemble aussi. En tous les cas, ce qu'on peut dire ce soir avant de nous quitter, c'est la façon dont vous avez
affronter tout ça, affronter toutes ces cabales, affronter tous ces rejets avec une force absolument incroyable. Donc c'est la fin de L'Étoile et le Jasmin ce soir avec Simone Schwarzbart pour son livre Nous n'avons pas vu passer les jours, mais on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir. L'Étoile et le Jasmin, une émission créée par André Naoum et présentée par Maya Naoum sur Judaïque FM.